Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici la une de cette édition bilingue du journal. Rien de l'entame de ce journal, la déception et la tristesse ce soir au Cameroun et dans la tanière à Accra. De nouvelles filières pour booster la croissance économique en 2019, la diversification de l'économie recommandée comme levier majeur de la relance, les applications possibles dans ce journal. Criminel était présenté à la presse ce mardi à Yaoundé par les autorités judiciaires du centre. Voilà pour les titres. Bonsoir Ben. Good evening, Adele. Vous avez la première partie de ce journal. Thanks very much and hello everyone. Thanks for joining us. And the finalists of this year's 2018 African Women's Cup of Nations are already known. And they are the Republic of South Africa and Nigeria. The Banyana and the Super Falcons grabbed their tickets this evening. And it was a rather gloomy evening for Cameroonians as the Lionesses forced a pill down their throat this evening, as I was saying, by failing to qualify for the final of the 2018 AFCON in Ghana in a match that they dominated from start to finish. Again, the Lionesses crumbled before a Nigerian squad that has since been depriving Cameroon of every History repeated itself again today with the very force as the Lionesses played, but the Super Falcons won. Patricia Leber. This is where the Lionesses faltered. Sont quelque peu diminuées. Nganamoui, elle s'est arrêtée. Elle est partie du bon côté. Nganamoui, elle s'en veut. Dombele qui prend son élan avec le poteau extérieur. Et le Nigeria qui se qualifie pour la finale avec l'épreuve des tirs au but. That the Super Falcons of Nigeria for the 10th time beat the Lionesses of Cameroon in 12 meetings. A spell that is seemingly impossible to break for Team Cameroon as the Super Falcons caged them during penalty shootouts this Tuesday in Accra. A game that commenced with a Cameroonian domination having many scoring opportunities yet failed to concretize them. Nganamui's long range shoot Ajara's header or Abudi's shot the and held them to a goalless game till the penalty shootouts. A moment when the Lionesses once again bowed to the Super Falcons, permitting them to be the first finalists of the 2018 AFCON. And the Lionesses left with just a third-place game with hopes for qualifying for the World Cup in 2019 in France. A gloom on the faces of Cameroonians, but also the same gloom was perceptible in most households in the nation's capital, particularly in the homes of some of the players on this pitch this evening. At the residence of the goalkeeper of the squad, Annette Ngondom, where her husband and the rest of the family watched the Lionesses crumble, it was a disappointment through and through. Our reporter Baldwin Sama watched the encounter with them and reports that throughout the 120 minutes, the families supported not only the Lionesses, but their wife, their mother, and their sister. It is 4 p.m. in the Nkwabang neighborhood on the outskirts of Yaoundé and at the Ngulu's residence where goalkeeper Annette Ngondom is married to Martin Ngulu. Family members, friends and neighbors gathered to watch the crucial Nigeria vs Cameroon semi-final clash. A few minutes to the match, goalkeeper Annette Ngondom's husband is on phone receiving calls from loved ones and even their 2-year-old son. Members, especially Martin Ngulu, each time the Lionesses failed to open scores. At halftime, it was 0-0, and Martin Ngulu remains optimistic that the second half will be better. Just feeling very good. It is a blessing for me to be a husband of somebody who is representing the whole of country. So in my heart, I'm very
The urge to see goals scored could be felt as the looks on their faces were telling. The minutes died down, the shouting reduced, and after 90 minutes of play with a 0-0 tie, family members started speculating the outcome of the match. Expecting that God would be strong enough to resist the team because they are After 120 minutes of play, family members of goalkeeper Annette Ngondom keenly watched the penalties, with disappointment felt each time Cameroon lost a penalty. At the end of the match, Martin Ngulu, Annette Ngondom's husband, and family members were short of words, unable to express how they feel. Will be against the losers against the Republic of South Africa. That is the team from Mali. And away from the African Women's Football Cup, let's come back home to talk about still football news and say 8 out of the 10 regional football leagues of Cameroon have elected their respective presidents, who together with some regional delegates will participate in the elective General Assembly of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, that comes up on December 16, 2018. Still missing in action is the Adamawa region, whose 2 contenders failed to meet the prerequisites of eligibility, as well as the candidates of the Far North region. Sports reporter Gideon Tazo now has a roll call of those who have already received mandates to sit for their respective regions in the upcoming annual General Assembly. By successfully holding their regional elections this Tuesday, the A region the General Assembly, which will be expected to put a stop to the running imbroglio at the Federation since 2009 by voting in a new president, will bring in a few changes to the football house. Top among them is the introduction of professional guilds and the reduction of vice presidents from 5 down to 4. From the East region comes Charles Banega. John Ballock will lead the team from the Littoral region, comprised of icons such as Eugene Ekeke, Abel Joseph Antoine. The outgoing Alim Konate returned for the North. Newcomer Francois Nguadem will lead the West region. The Southwest would be conducted by newcomer Thomas Ndive. Celine Ko retains her And all is virtually now set in Yaoundé for the final of the Football Cup of Cameroon that will come to put a cap on the 2018 sports season in the country. Traditionally, the Cup final event is a great moment of communion between the chief executive of the country and the sportsmen and women, but over and above all, it is a moment when the nation celebrates its champions in all the sporting disciplines in the country. Gideon Tazo. To kill anybody today, just to be at the final is a penalty. They miss it. That they were dreaming. Moment of joy, moment of glory. To these national sports champions of the year, receiving their shiny medals and resplendent trophies from the hands of the head of state, it's a moment worth remembering for life. By the simple gesture, the head of state, before an assembly, entire sports movement, the reception of these medals and trophies from the president is not only a recognition, but the celebration of excellence. That is why sports critics hold that the Cameroon Cup final, far from closing the sports season, also serves as a moment for the head of state and government to encourage excellence.
would have the singular and rare honor to shake hands with President Paul Biya and receive the honors of the country in the full view of TV cameras. Sports and Physical Education Minister has been explaining the content and contours of the new law governing the organization and practice of sports in Cameroon to federation leaders and actors in the sports sector in the country. Bidung Pat has been exhorting the federation leaders and the other sports stakeholders to ensure a scrupulous respect of this revised and refurbished legal framework, intimating that henceforth no disorder will be tolerated in the nation's sporting milieu. Baldwin Sama reports. Helping different sports actors and especially presidents of different federations understand the law on sports of July 11, 2018. Been poorly interpreted and led to many problems in different federations is being explained to the different sports actors present. Opening the two-day seminar, Sports and Physical Education Minister Bidung Pat called on the different sports actors and especially federation presidents to put into practice the knowledge acquired at the end of this seminar. The practice of sports for all will focus on relations between the Ministry of Sports and Physical Education and the different federations and Cameroon's organization of international sports competitions. The seminar ends this Wednesday. Nigeria, Afrique du Sud, ce sera l'affiche de la finale de la CAN féminine Ghana 2018. Le Cameroun n'aura donc pas brisé le signe indien. Les Lions indomptables ne sont pas venus à bout des Super Falcons du Nigeria, battus par 4-2 au terme des tirs au but. Les Camerounaises perdent un match qu'elles ont dominé de bout en bout ce mardi durant 120 minutes d'une finale éprouvante, d'un match éprouvant. Le Cameroun n'ira donc pas en finale de ce Ghana 2018. Adieu la coupe encore une fois. Joseph Gouet à Mandeng. Joseph Gouet à Mandeng dans un instant sur les moments forts de ce match Nigeria-Cameroun. Nous reviendrons certainement sur ce reportage, sur cet élément de Joseph Gouet à Mandeng qui revenait ce soir sur la défaite du Cameroun face aux Super Falcons du Nigeria, les Lions indomptables. Adversaire de taille certes, mais les Camerounaises n'ont guère démérité menant ce match de bout en bout et j'espère qu'à présent la technique est prête pour les moments forts de ce match. Ce ne sera pas maintenant, tout à l'heure nous allons revenir avec Gouet à Mandeng sur ces moments forts. Le temps de dire encore une fois la défaite des Lions ce mardi à Accra, une de la gardienne des buts, Annette Ngondom, dont l'époux et la famille vivaient tous ensemble les moments forts et les émotions de ce match. Évariste Yenga. Ce ne sera donc pas possible de repartir au Ghana en tête de cette partie française du journal. D'abord ici, des nouvelles du foot sur place au Cameroun. La FECAFOOT qui poursuit son processus de normalisation après les ligues départementales. C'était ce mardi le tour des ligues régionales d'élire leurs présidents et les délégués à l'Assemblée générale élective. Ils devront, on le sait, doter la FECAFOOT d'un nouvel exécutif. Au terme de cette journée d'élection, ce sont 8 régions qui ont déjà un président sur les 10 que compte le pays. On attend encore ce soir et ce sera certainement jusqu'à la semaine prochaine les élections à la Ligue régionale de la Damawa et de l'extrême nord. Mais vous dites, Raphaël Koa, qu'on aperçoit déjà en filigrane la nouvelle cartographie du football camerounais. La région la plus au nord du Cameroun renouvelle sa confiance à Boubacar Bello, le sortant à la présidence de la Ligue,
avec 15 suffrages favorables contre 9 à son challenger Sumbi. Le Nord s'inscrit dans la continuité en reconduisant à 16 voix contre 6 à Lium Konaté. La région de l'Adamawa crée la sensation. Les deux candidats en liste pour la présidence sont restés sur les starting blocks. Prosper Nkoumvondo et Mohamedou Abo n'ont pas pu réunir les parrainages nécessaires à la validation de leur candidature. Les délégués seront néanmoins présents à l'Assemblée générale élective dans les prochains jours. Dans le littoral, les acteurs majeurs de cette ligue qui nous avaient habitués au coup de gueule ont finalement fait une synthèse des courants et réalisé un consensus autour du président Loga avec de grosses pointures. Joseph-Antoine Bell, le seul candidat jusqu'ici déclaré au poste de président de la FECAFOOT, Gilbert Kadji, qui effectue son retour, et Jeanne Keke, Banlock John et l'honorable Bienvenu Ekwe. Honorable pour honorable, Joshua aussi est élu délégué pour la Ligue régionale du Sud-Ouest et effectue une entrée remarquable dans l'univers dirigeant du football camerounais. Au pied du char des dieux, c'est un nouveau venu, en la personne de Thomas Divé, qui présidera au destin de la Ligue. Pour lui-même, Sendumbo Mondjua, le prince de Fumban, pourrait d'ailleurs dévoiler ses ambitions dans les prochaines 48 heures. L'Est confie les clés de sa ligue à Charles Baninga, un nouveau régiment. Dans le même wagon, des noms bien connus comme Chaman Oyol ou encore Robert Belingambida. Dans le Sud, après quelques exceptions soulevées en rapport avec la légalité, de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Plus que jamais dans l'air du temps, les deux finalistes, Edingsport de la Lekié et Lyon blessé de Futuni, sont déjà sur place ici à Yaoundé où ils parachèvent leur préparation. Et vous analysez ici, Raphaël Nkoa, les contours de cette confrontation en perspective. Au-delà de la Lekié, dans la région du Sang et du Honkam, dans l'ouest du Cameroun, Edingsport et Lyon blessé ont en commun d'avoir leur véritable fief à Yaoundé. Saint-Fabien Vogo ne fait pas discuter les matchs de son équipe à Monatélé ou Obala, mais à Yaoundé. Tout comme Adolphe Mbassi et l'essentiel du top management de Lyon blessé de Futuni exerce dans la capitale politique. Il faudra pourtant que ces deux équipes, lointaines par la géographie, mais si proches au quotidien, s'affrontent en finale de la Coupe du Cameroun et établissent une hiérarchie. Dans une magie que seul le sport sait si bien opérer, le rapport de force semble a priori déséquilibré. D'un côté, Edingsport de Saint-Fabien-Vogo, créé il y a juste 6 ans, le club de la Lekié s'est offert la couronne de champion du Cameroun et l'Idouane de la saison 2016 et 2017, tout juste 2 ans après son accession en division suprême. Son baptême du feu en Champions League africaine lui a tout juste permis de se mettre à l'école de la haute compétition, malheureusement sans impact véritable sur les prestations en Ligue 1. L'authentique exploit de sortir Coton Sport de Garoua en demi au tir au but. C'est vécu d'un niveau supérieur est un argument pour ceux qui veulent bien parier sur cette équipe. De l'autre côté de la pelouse, Lyon blessé de Futuni, l'équipe du Honkam ne revendique aucun fait d'armes particulier, si ce n'est d'avoir animé le championnat pendant 2 saisons avec quelques victoires retentissantes. Avec une descente en élite au terme de la saison qui a connu la fureur du Lion blessé. Avec ce que la Coupe du Cameroun, comme d'ailleurs toutes les compétitions à élimination directe a de charme, l'équipe du Honkam pour constituer la surprise du chef. On to other developments in the news now. Cameroon's efforts at ensuring safety and security on its highways have been recognized at a road safety forum that held in Marrakesh, Morocco, where she won 2 international distinctions. The 2 awards were presented to the Prime Minister head of government today by Transport Minister Ernest Bassena Ngale Bibehe in a solemn event at the Prime Minister's office. Star Building correspondent Sisako Damko reports on the nature and context of the distinctions. Cameroon received distinctions in 2 categories for the best film on reporting on road safety and humanitarian action on road safety during the first African categories.
The project, as explained by Transport Minister, was to select countries with best practices in road safety and best messages so that they can be shared world over. The films from Cameroon, produced by the Ministry of Transport and non-governmental organizations and even private individuals, were selected, were nominated in 6 of these film that was produced by the Ministry of Transport of Cameroon under the best road safety reporting, and the second film that was produced by a young university student of Cameroon on the best humanitarian action. The distinction comes on the heels of effort made in improving the road safety situation. The country was chosen by the United Nations alongside also identifies key challenges that must be overcome. Since then, the Transport Ministry is working towards attaining the objective to reduce the number of global deaths and accidents on the highway by 50% between 2011 and 2020. Cameroon's Finance Minister Louis-Paul Motazé has been reassuring members of the Finance and Budget Committee of the National Assembly that the 4.8 billion CFA franc state budget for 2019 is realistic enough to enable Cameroon attain its earmarked development goals for the next 24 months. Mr. Motazé was speaking as he concluded the rounds by ministers before the Finance and Budget Committee to defend their respective budgetary allocations. As Esther Tabot reports, the ministers of Basic Education and that of Youth Affairs were the last to show up before the committee members to defend the budget. Year culminated in the presentation of the resources allocated to public policies to be implemented in the course of the year through programs with associated means and performance indicators. These resources, which amount to 2,826.3 billion CFA francs, will be spread out to execute roadmaps in the social, production and trade, infrastructure, have a budget that takes into consideration the situation we are facing right now, and this budget gives some ways, some tools, so as to master the situation and to fight against the crisis. We think that all what has been put in this project is will enable us to the acceleration of the decentralization process, and the holding of legislative and municipal elections. Meantime, in the Ministry of Basic Education, Minister Yusuf Adija Alim emphasized that 226 billion CFA francs will provide grants to local councils, increase the minimum package, step up private education subvention, and launch the integration and agricultural training. Be part of the priorities of the Ministry of Youth with 15 billion CFA francs. We'll intensify the campaign for civic education and national integration through the deployment on the field of the mobile mass education teams, through the deployment of community mediators. The mass civic education and national integration projects to promote the moral rearmament of young people will also be implemented in 2019. And projections are indicating that Cameroon's economy will witness a 4.4 growth rate in 2019, even as economists are arguing that this will only be attained even when diverse sources of revenue are identified and appropriated. Now that fluctuating prices of commodities are prompting governments to get out of their comfort zones, the trend is directed towards investments in potential game-changing areas that can boost their socio-economic development. Our series on government's priorities are spelled out in its 2019 economic program,
focuses tonight on experts' views on the need for economic diversification as a means of attaining growth. And now on the beat is Clarice Aruitaka. Huge. Banking on a number of domains and sectors hitherto absent from or not topping the list of potential sources of state revenue, measures put in place to broaden the tax base will be tapping from diverse activities. With oil and other commodities prices subject to fluctuations, dependencies are gradually being ruled out. Nous travaillons pour élargir. We want to propose a wider variety Oku honey and those which have been domesticated by research. We encourage initiatives geared towards transforming local products. Dans le cadre de la diversification horizontale, il y a des nouveaux produits, notamment dans le domaine de l'horticulture. Developing the local industry by promoting processing, ensuring a steady supply of raw materials to enterprises in need, encouraging the consumption of is key. Il s'agit d'une action. It has to do with sectors and value chains. We move from production, transformation to commercialization, meaning we need to conquer markets. Jusqu'à la commercialisation, c'est-à-dire la conquête des marchés. A diversified economy is strategic for a country projected to grow by 4.4% in 2019. Economists concur that Cameroon has the potential to meet this challenge. It may therefore require more public-private deals to put the various sectors to work. International funding agencies and the Cameroon Employers Union, GCAM, have exhorted enterprises to make use of the numerous funding opportunities available to accelerate the country's pace towards becoming an emerging economy. At a forum in Yaoundé today organized by the Employers Union and some of Cameroon's development partners, it came out that the diverse number of funding opportunities are either unknown or inaccessible to private sector entrepreneurs in the country. Moki Edwin Kenzeka reports on the core issues that were under scrutiny at the GCAM forum. There are 2,600 enterprises in Cameroon, an appreciable number to hasten the country's development. This is not happening and may not happen very soon. We don't have enough bankable projects. Some private investors are reluctant to invest or to expand because they don't see all the conditions. In Cameroon, 2% are big companies. 176,000 are in the tertiary sector. A minority is in the primary and secondary sectors that transform the local economy. The purpose of this meeting is to bring the needs of the private sector closer to the supplier of development partners. The Celestin Tawamba-led GCAM thinks the private sector holds the key to the country's development and should be accompanied urgently for Cameroon to develop faster. À l'immeuble Étoile ce mardi, le ministre des Transports présentait les 2 prix remportés par le Cameroun au dernier festival sur la sécurité routière, des événements organisés à Marrakech au Maroc. Jean-Ernest Massenanga Lebibehe a ainsi expliqué au Premier ministre le sens de cette distinction décernée par la Banque mondiale et les Nations unies. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono. Les 2 prix remportés par le Cameroun lors du festival sur la sécurité routière tenu à Marrakech du 13 au 15 novembre 2018 sont de 2 catégories. Il s'agit du prix de la meilleure action humanitaire sur la sécurité routière et le prix du meilleur film sur la prévention routière. Cette double reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies et de la Banque mondiale est à mettre à l'actif du Cameroun. Donc ces 2 pays ont donc bénéficié du premier fonds
mise en place par les Nations Unies pour la sécurité routière. Pour sa première édition, le festival sur la sécurité routière a enregistré plus de 40 pays participants, dont le Cameroun qui ambitionne de réduire de 50% le nombre de victimes sur nos axes routiers à l'horizon 2020. Entrepris d'intensifier les mesures de lutte contre l'insécurité routière. Donc ces efforts-là se sont vus récompensés en 2015 par la Banque mondiale qui a apprécié les efforts du gouvernement camerounais en matière de lutte contre l'insécurité routière. À ce jour, le Cameroun a respecté près de 40% des mesures de sécurité prescrites dans le plan décennal des Nations. Ces efforts ont été salués par Jean Todt, envoyé spécial des Nations Unies chargé de la prévention routière, en visite de travail au Cameroun le 22 août dernier. Et pour infléchir encore mieux la courbe des accidents de la circulation au Cameroun en cette période des fêtes de fin d'année, le ministre des Transports informe l'opinion publique en général et les usagers de la route numéro 3 à Yaoundé-Douala en particulier que des radars fixes sont installés sur cet axe et ils sont désormais opérationnels. À cet effet, tout automobiliste pris en flagrant délit d'excès de vitesse sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. À l'Assemblée nationale, exit le grand oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget. Les deux derniers membres du gouvernement ont effectué l'exercice. L'éducation de base et la jeunesse défendaient respectivement un budget de 226 et 15 milliards. Pour boucler ces auditions, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est venu réaffirmer le réalisme et la pertinence de l'enveloppe globale de 4 850,5 milliards de francs CFA pour 2019. Clarisse Tang fait le point. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2019 respecte le format prescrit par la loi portant régime financier de l'État et des autres entités publiques du 11 juillet 2018. À ce titre, il se subdivise en deux parties bien distinctes, examinées en deux temps. La première partie présente les dispositions fiscales nouvelles qui affectent l'équilibre financier de l'État, mais aussi, pour la première fois, le niveau de déficit et les modalités de son financement, ainsi que l'équilibre financier de l'État. Quant à la deuxième partie, elle table sur les moyens alloués aux politiques publiques qui devraient être mises en œuvre l'année prochaine. Les grands axes de dépenses de ce projet. C'est-à-dire que le ministre des Finances a d'abord présenté le budget général, il a présenté évidemment ce qu'on appelle les chapitres de souveraineté, ainsi que le ministère des Finances, et puis on s'est attaqué aux recettes. Alors il y a eu un défilé des membres du gouvernement qui ont essentiellement parlé de leur plan d'action, parce que tout a été renvoyé, je veux dire, pour les dépenses, à la présentation par le ministre des Finances qui devait maintenant venir présenter toutes les dépenses de tous les chapitres budgétaires. Cela a été fait aujourd'hui et nous attendons la plénière. C'est une volonté des pouvoirs publics de consolider la croissance économique dans notre pays en particulier et dans la zone CEMAC en général pour la rendre plus forte, durable et inclusive. Quelques heures avant cette étape finale, le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Hadidia Halim, a dévoilé les programmes à mettre en œuvre par le département ministériel dont elle a la charge en 2019. Le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition une enveloppe de plus de 226 milliards de francs CFA. Cette enveloppe nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et permettra également à notre pays de s'acquitter, n'est-ce pas, honorablement des engagements qu'il a pris au niveau international. Promouvoir l'autonomisation des jeunes, l'éducation civique et
tout l'espoir est sur la jeunesse. Il a pris tous les engagements en faveur de la jeunesse et nous, en charge du secteur de la jeunesse et l'éducation civique, nous devons pouvoir répondre à ces très hautes prescriptions. C'est la raison pour laquelle nous allons apporter ces réponses à travers nos 2 programmes opérationnels, à savoir l'éducation civique et l'intégration. Un préalable à l'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2019. Et il faut dire que la bonne exécution de ce budget 2019 dépend entre autres mécanismes de la diversification de l'économie nationale. Le programme économique et financier affiche clairement l'ambition d'explorer d'autres niches porteuses de la croissance espérée à 4,4%. Il faudra explorer notamment les secteurs miniers, l'économie numérique ou encore l'industrie textile. Eugène B analyse ici les conditions de cette diversification de l'économie nationale. L'essentiel des ressources budgétaires de l'État était jusqu'ici constitué des spéculations telles que le cacao, le café, la banane et le bois. Ce à quoi il fallait ajouter dans une certaine mesure de recettes du secteur non pétrolier. Parmi les nouvelles filières capables de faire migrer les activités classiques vers des horizons plus porteurs, il y a les cimenteries, le textile, les agropoles, la bauxite. De l'avis des experts, cette migration peut se faire de 2 manières. En plus du cacao, en plus du café, en plus du coton, nous travaillons pour élargir Nous pensons aussi au miel d'Oku. Nous pensons également à d'autres produits qui sont en train d'être domestiqués par la recherche scientifique. Mais à côté de cette diversification horizontale, l'intérêt est de plus en plus poussé sur la notion de diversification verticale. C'est-à-dire que nous encourageons toutes les initiatives des opérateurs privés, des opérateurs économiques, visant à transformer nos produits du sol et du sous-sol pour conserver la valeur ajoutée sur place. Notre pays dispose d'une grande variété de richesses naturelles et d'une ressource humaine dynamique, capable de relever ce défi pour une économie camerounaise plus agressive en 2019. Cameroon has marked the 27th edition of the International Day of Persons with Disabilities, highlighting actions being taken by government to empower this category of people and ensuring equity and inclusiveness. An official event to mark the day was organized at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, with physically challenged persons demonstrating their resilience in overcoming their respective disabilities. Ashley Yu watched the displays that were graced by the presence of Minister Pauline Irene Guéné of Social Affairs and her counterpart of Youth and Civic Education, Mununa Futsu. People living with disability in the society face a number of challenges. They are often victims of stigmatization and discrimination. This vulnerable group of people do not usually have access to healthcare, education, and much more. Cameroon, despite having legal framework to protect their rights, still falls short of this role, given that the text is oftentimes not respected. There are some effort that has been made, but we still need to help the person with disability to go to school, to be trained, to be employed just as any other one. Presiding at the event, Pauline Irene Guéné, Social Affairs Minister, encouraged vulnerable people to stay put while promising them that things are changing for the better in their favor in the domain of education and professional wise. We have to go on to empower the person with disability, ensuring inclusion and equality. I think this is our main females
which left CJ winner by 7-6, with the male team playing as well. This was in a bid to showcase the talent of those with disabilities, and today they proved that if given the opportunity to showcase their skills, they will bring out their very best in all domains. Statistics on gender-based violence in Cameroon are rather alarming. 30% of women in the country have been raped before the age of 15, and 8% of the perpetrators are said to be teachers. These figures were made public in Yaoundé today during the launch of the 16 days of activism against gender-based violence in Cameroon. The event is running this time under the theme "Fight Against Violence on Women and Paying Attention to the Suffering of Women." Cynthia Saptala reports. When it comes to gender-based violence, UN research in Cameroon shows that 1 out of 2 women are victims of physical abuse from the age of 15. 6 out of 10 living with partners have suffered from physical, sexual, and emotional abuse, and 8% of the perpetrators of physical violence are teachers. With these figures, the launch of the 16 days of activism to fight violence against women and girls is important. It's also a message to government, but also a message to the UN and to all the that rape is today a weapon of war, and many women, thousands of women, have had to flee and are today even more vulnerable to sexual abuse. For this year's activities, the national team aims at highlighting the consequences on survivors and the need to cease all forms of violence. We are carrying out training activities, sensitization activity with the support of partners in development. But these 16 days are just an intensification of activities that are ongoing throughout the year. Also addressed was the issue of sexual harassment in the university milieu, as women were asked to denounce such abuse for legal action. No professor, no teacher is above the law. Students must know that, and therefore should know that we have rules and regulations that absolutely condemn that. And transforming the stigma that surrounds violence against women. Police in Yaoundé have nabbed a gang of 3 alleged to be the murderers of the Bikutsi artist Aveni Ava, who was cold-bloodedly killed at the entrance of his home at the start of last week. The 3 were presented to the media today by the Regional Division of the Judicial Police in Yaoundé. We have details with Yannick Lema from CRTV Center. The 3 presumed suspects, whose ages range between 29 and 35 years, were presented to the pressmen and women Tuesday in Yaoundé following their arrest on Monday. According to one of the assassins, they attacked Aveni Ava to rob him and take his car, not to kill him. During their arrest, 2 shotguns, ammunition, and 3 packets of cannabis were seized from them. Aveni Ava was attacked and shot. The gang members have also confessed to be behind the attack of Professor Tuna Mama, Ernest Obama of Vision Card, amongst other attacks carried out in Yaoundé and its environs. Les assassins présumés de l'artiste Aveni Ava étaient présentés au public ce mardi à Yaoundé. La division judiciaire du centre a effectivement mis le grappin sur 3 gangsters dont les états de service donnent froid au dos. Le récit de François Bakary de CRTV Centre. Allez voir, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ce sont des jeunes gens redoutés. Parmi eux, un repris de justice. Les particuliers constituent leur cible privilégiée. Ils ont multiplié les braquages dans la ville ces derniers temps. Parmi les victimes spoliées, le professeur Tuna Mama, le journaliste
Espoir d'arracher un pistolet automatique. Dans leur sale besogne, ils ôtent la vie au musicien à venir à bas à l'entrée de sa concession au 10e arrêt en Kouaban, prétextant que celui-ci refusait d'obtempérer. Je suis arrivé lorsqu'il garait son véhicule et puis lorsque je lui ai demandé de me remettre l'argent, il m'a fait comme ça. Il m'a parlé en patois que je ne peux rien. Les gens ont commencé à ouvrir la porte en voulant m'échapper, puisqu'il avait toujours sa main derrière. Je ne savais pas ce qu'il avait derrière. En voulant m'échapper, j'ai essayé de mettre une balle en l'air. Je n'ai pas pris la formation, je n'ai pas appris à manipuler les armes. Apparemment, cette balle l'a touché mortellement. Leurs outils de travail, 2 pistolets automatiques, des munitions de 9 mm, des rouleaux de cannabis. Tout ceci faisait partie de l'arsenal de ces bandits de grand chemin. Ils ont échoué entre les filets des éléments de la police judiciaire du centre, sous la conduite de leur chef, le divisionnaire Ngadidier. Carton rouge contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est la 12e campagne orange de 16 jours contre ces violences basées sur le genre et la sensibilisation était lancée. La promotion de la femme et de la famille, la coordinatrice du système des Nations Unies à Yaoundé, puis le professeur Jean-Emmanuel Pondy, tous appellent à éliminer ces crimes et il témoigne également sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Une sonnette d'alarme répercutée dans ce reportage de Gisèle Ongene. À cette rencontre, on rêve d'un quotidien où les filles, les sœurs, les épouses et les collègues parviendront à vivre sans discrimination, sans contrainte à la prostitution, ni à des maternités accablantes. Parce qu'une femme sur 2 est victime de violences basées sur le genre. Et à l'université, par exemple, les conséquences du harcèlement sexuel peuvent se révéler très lourdes. Il y a la conséquence sur la vie même des étudiantes qui doivent payer plus cher leurs études, qui durent plus longtemps et avec plus de tourments. Ça reflète sur de tous, parlementaires, leaders et membres de la société civile, à éliminer les pratiques socioculturelles préjudiciables. On peut passer notre temps à pleurer, mais ça ne va rien changer. Donc ce qu'on doit vraiment faire, c'est s'unir et demander de la justice, demander du respect, de partager nos expériences. À l'occasion du lancement de la 12e campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'État et ses partenaires au développement appellent les victimes et les victimes potentielles à résister et à toujours tout dénoncer. Aux autres, à prêter une oreille attentive aux souffrances des survivantes. Ces 16 jours sont juste une intensification des activités qui se passent au quotidien. Maintenant, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont en train d'exercer une violence, il faut les sensibiliser. C'est pour ça qu'on les identifie, nous les formons aussi. À l'échelle mondiale, la couleur orange marque l'événement du signe de la solidarité. Ce sont les personnes souffrant de handicap. Elles entraient dans la préparation de la journée internationale qui leur est consacrée tous les 3 décembre ce mardi. Madame Pauline Irène Guéné, la ministre des Affaires sociales, lançait ainsi une semaine de manifestation en appelant à la fin des préjugés et de la stigmatisation contre ces personnes handicapées. Vanessa Denjok. Elles ont perdu la vue, mais n'ont pas perdu leur courage et leur détermination. S'affirmer malgré leur handicap, sans avoir à se soucier du regard des autres, voilà à quoi ont été conviées toutes ces personnes souffrant de handicap. Cette cérémonie de lancement des activités en prélude à la journée internationale à elle consacrée a permis de rappeler à tous la nécessité de briser les barrières discriminatoires, source d'exclusion sociale. Il y a encore pas mal de personnes handicapées qui ne peuvent pas aller à l'école, d'abord parce qu'elles n'ont pas de moyens. Aux édifices publics.
En procédant au coup d'envoi de cette 27e édition, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a souligné l'intérêt de donner à cette frange de la population les mêmes chances de réussite. Nous prenons l'engagement de poursuivre les actions qui sont menées pour autonomiser la personne handicapée et mettre en œuvre les mesures positives qui ont été prévues par les textes d'application en soulignant l'impulsion que donne le chef de l'État. Et à ce propos, le gouvernement camerounais s'engage à améliorer leurs conditions de vie en leur offrant de meilleures formations en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Le deuxième forum des partenaires au développement se tenait ce mardi à Yaoundé. Autour de la table, côté des privés, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, et puis de l'autre, les partenaires au développement. Avec Marie-Laurence Senke. Cette volonté d'accompagner directement le secteur privé est une dynamique mise en place depuis un moment par le GICAM et les partenaires au développement. Il est donc question de voir ensemble la place qu'occupe le secteur privé et comment l'accompagner. Au regard des critères que proposent les partenaires au développement, il faut que l'on puisse rapprocher davantage l'offre de la demande. Les critères que les bailleurs de fonds nous exigent sont extrêmement élevés comparés aux capacités des entreprises locales et singulièrement des PME qui ont besoin de financer pas seulement le fonds de roulement, mais de financer l'investissement et aussi de l'accompagnement. La question de financement des petites entreprises est toujours au cœur des discussions quand on parle du secteur privé. Très souvent, on estime que les projets qui sont soumis ne sont pas bancables. Pourtant, il faut améliorer le climat des affaires. Il faut identifier c'est de travailler beaucoup plus avec les intermédiaires financiers qui sont les banques commerciales, leur mettre à disposition des mécanismes qui leur permettraient, elles, de prendre le risque sur la petite entreprise. En mettant en place des mécanismes de garantie, nous apportons des conditions favorables pour des prêts à une certaine maturité et surtout nous apportons des conditions favorables pour la prise de risque sur la petite entreprise. Le secteur privé étant la clé de voûte du développement accompagnement. Military magistrates and prosecutors are exchanging notes and experiences in Yaoundé on how to render justice equitably in a context of violent extremism and terrorism. The exchange is taking place at a workshop that opened at the National School of Administration and Magistracy, and it's theming on access to justice and countering terrorism. And as you now hear in the following report with Kilian Ndifon, the event is part of a cooperation exchange with the Global Center on Cooperative Security based in the United States. Kilian? Magistrates and prosecutors that after defense and security operations, the fate of people caught in the web of violent extremism and terrorism lies, rendering justice that protects human rights. Human rights instruments. Both the representatives of the U.S. ambassador to Cameroon and the Global Center, with the technical expertise, insist on cooperation and the rule of law to fighting violent extremism and terrorism. Cameroon's Ministry of External Relations has launched the Faith Commonwealth Initiative, which seeks to fight against violent extremism across the country. The launching was chaired by the Minister Delegate in the Ministry of External Relations in charge with cooperation with the Commonwealth, Felix Mbayu. The Faith in Commonwealth Initiative also seeks to promote religious literacy, as you say. Charles Ebune. Almost 7 out of 10 Commonwealth citizens are young people, and to combat extremism through faith in a the glue that binds us as a nation is being challenged. Nothing is more important than inculcating in the youth, working with the youth,
to foster the values, which, while we respect our diversity, our differences, uses them to foster more of our commonalities. Cameroon is the latest country to train trainers of the Faith in Commonwealth initiative, which seeks to cover all the 10 regions. Faith in the Commonwealth is a really important and special initiative because it is about creating a learning environment where our young leaders have the time, space and connection to try and identify new ways of solving problems that focus on respect, youth empowerment and valuing diversity. At the official launch of the training, the Minister for Commonwealth, Felix Mbayu, called on the youths to carefully use social media and embrace more The Commonwealth, its partners, and the Cameroon government believe religious literacy amongst young people is an opportunity to build a better tomorrow, void especially of hate speech and prejudice. Cameroon Telecommunications, Camtel, and Spark West Nigeria have gone into a partnership to boost telephone connectivity across Cameroon. By the terms of an agreement signed in Yaoundé recently, the Nigerian company will install 30 pylons for the extension of connection networks to rural areas in the country. The document was signed for the two companies by the Director General of Camtel and the board chair of Spark West Nigeria. Cynthia Etim reports. Network connectivity, it is necessary for the country to expand its already 6,000 kilometer capacity of optical fiber. This convention Chair Niyi Oyedele will be an opportunity for Camtel to attain its objective of providing quality services to users. The agreement will permit the Nigerian company install 330 pylons for the extension of networks to the rural zones of the country with the help of the South Atlantic Interlink SILE, the optical fiber submarine Africa and the Americas. In May this year, we signed a convention with Equatorial Guinea, and today we have signed this convention with Nigeria through Spark West Nigeria Company. Spark West is a part that this move, which will permit Spark West to instill its expertise, will pave the way for more collaboration between Cameroon and Nigeria, as they are committed to ensuring a successful project which will put Cameroon on the international map. It's going to be a very, very important agreement. SAIL is a very critical infrastructure to make calls efficient between Nigeria. In the project, the partners saluted the South-South cooperation which has been existing between both countries for years. Sons and daughters of COM in the Boyo division of the Northwest region, based in Yaoundé, have come together over the weekend to salute the memory of the late founder of COM, Vincent Yu. Celebrated his cultural, socio-economic and traditional reforms that the late monarch initiated to espouse them with modernity. Joyce Tata reports. Meticulous dance steps of the COM people late leader, who many confess was one of a kind. He has done so many good things to the COM people, so many reforms, so many achievements. We thought that if we just come take one day, 1 year after his disappearance, to remember him, that will make us live more together. Their expression of joy wasn't only verbal, but through dances too, as it
the Fonds Palace the glamour it deserves. We call it the Com Palace Rehabilitation Project. We started a year ago. Our palace was almost in ruin. Then convincing you is the one who came up with the idea. He kept telling us that we should think about the palace. The palace is not for him. The palace is for all Com people. Indigenes of the Com community say such The Bikutsi music continues to remain one of Cameroon's upstream musical genres despite the challenge it is confronted with today, especially with the coming of the information and communication technologies. Upstarts in the genre are sprouting almost every day, each with their own touch that either makes or breaks with Bikutsi. Team attempts a fusion of two female Bikutsi musicians, Katino of the older generation and Manibela, who is one of the stars of the moment, and put together the views in this report. Bikutsi is a music commonly known to the Beti community as one of the musical genres. The Bikutsi music has gained a female touch. Les aînés dans le Bikutsi ont déjà eu à faire un travail considérable. Bikutsi icons have done a great job in valorizing the music genre, so much that our generation is taking the relay from them. Nous sommes aujourd'hui à décider de prendre la relève. The recent fusion of the old and young experiences and support from icons like Katino to the younger female Bikutsi artist is said to have been the needed force that changed the face of Bikutsi music today. Mama Katino, c'est une icône du Bikutsi. To me, Mama Katino is a Bikutsi icon. She is the main female exponent who has put the Bikutsi music on the limelight. I call her Madonna of Bikutsi. Pour moi, comme j'aime souvent l'appeler, c'est la Madonna du Bikutsi. In her own words, one of Bikutsi's first female artists said, "It takes a humble and willing spirit to tap from." Je t'en prie, apprends-moi. J'ai envie de danser, mais mon corps est coincé. Donne-moi ton secret, oh maman. The blend that exists between these two generations of artists could be the required move to propel Bikutsi music on the international stage. Également dans l'actualité ce mardi, le Cameroun. Ils sont réunis depuis hier lundi à Yaoundé et les deux parties tiennent un atelier sur cette préoccupation. 5 jours de travaux sous la houlette du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Le reportage de Elvire Nienan Galema. Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies, les accidents de la route causent en moyenne 1200 cas de décès par an au Cameroun. Un véritable problème d'insécurité routière qui constitue aujourd'hui un fléau social. L'Agence des normes et de la qualité entend améliorer le secteur à travers son plan d'action national d'urgence pour la normalisation du transport routier et de la sécurité routière. Il y a nécessité d'aider les entreprises à mettre à niveau leur façon de travailler. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est à travers l'élaboration des normes. Compris ce que la norme exige pour fonctionner. Troisième étape, il faut voir si chacun réussit à appliquer. Et s'il y a des difficultés à appliquer, il faut quelque part mettre en place des programmes de sensibilisation, des programmes de formation qui font en sorte que tout le monde s'approprie les normes. L'enjeu implique donc la synergie d'action de toutes les parties prenantes. Une contribution d'accidents de la voie publique.
Sur le chemin du développement de l'économie numérique à présent, le ministère des Postes et Télécommunications et l'Agence et l'Allemagne désormais liés par une convention. Les plénipotentiaires de la GIZ, l'organisme de coopération allemande, et du Minpostel signaient à cet effet ce mardi des documents pour la création des télécentres communautaires polyvalents au Cameroun. On va donc vers la réduction progressive de la fracture numérique. Barbara Pajama. Pour cette première phase de la collaboration, 4 télécentres pilotes ont été retenus. Bibemi et Mandama dans la région du Nord et dans le Sud-Ouest, les télécentres de Idenau et de Bakingili. Des choix qui ont tenu compte des activités agricoles et piscicoles fortement menées dans ces localités. L'appui de la GIZ viendra donc remettre en place des infrastructures appuyer non seulement les communes, mais aussi les acteurs de l'économie privée pour mieux faire fonctionner, par exemple, certaines chaînes de valeur. Cette synergie permettra de créer des espaces plus favorables pour le décollage numérique des zones rurales au Cameroun. La convention va permettre d'expérimenter un nouveau modèle économique au sein des TCP pour que les TCP soient véritablement ce centre-vie numérique qui permet aux populations d'apprendre, de se former et maintenant de mettre en valeur leurs activités. La politique du gouvernement de faciliter l'accès universel aux services de télécommunication est sur la bonne voie grâce à ce partenariat. Sur la touche du développement, ce programme va améliorer les recettes des communes et renforcer les services déconcentrés. Et voici venus des acteurs de poids dans le signal de la Camtel issu du câble sous-marin qui relie désormais le Cameroun au Brésil. David Nkoto-Emane, le directeur général de la Cameroun Telecommunications, et son homologue nigérian de la SPAC West viennent de signer une convention de commercialisation, l'acte qui annonce l'amélioration de la connexion au Cameroun et à travers le continent. D'autres précisions avec Michel Renaud au Anja. Le Cameroun dispose désormais d'un signal numérique fiable grâce à la fibre sous-marine reliant le Cameroun au Brésil. Pour cette grande opportunité, le Cameroun entend améliorer son offre de services. À ce titre, la convention signée entre l'entreprise Park West Nigeria, représentée par Neyi Oyedele, et la Cameroun Telecommunications, viendra donner du souffle à l'entreprise de télécommunications camerounaise qui va étendre son réseau à l'échelle internationale en termes de production du signal. Et pour ce signal, la South Atlantic Interlink que dispose la Camtel permettra à l'entreprise Park West Nigeria de construire 330 pylônes permettant au Cameroun d'étendre son réseau. Spark West devient un partenaire privilégié dans la commercialisation de cette importante infrastructure qu'est le câble sous-marin Cameroun-Brésil. Dans cette convention-là, il y a déjà le trafic du Nigeria, les 200 millions d'habitants que comporte le Nigeria. Tout leur trafic en direction de l'Amérique du Sud va donc transiter par le ciel grâce donc à la société Park West. Cette société ne va pas travailler qu'avec le Nigeria, mais aussi avec d'autres pays, que ce soit des pays africains ou bien des pays de l'extérieur. Donc nous lui donnons à travers ce contrat la possibilité de négocier à notre place un certain nombre de contrats avec les pays qui veulent bien travailler avec nous dans le cadre donc de l'évacuation de leur trafic vers le continent sud-américain et même vers le continent nord-américain. David Nkoto-Emane et Neyi Oyedele ont salué pour l'occasion la coopération sud-sud, une coopération fructueuse qui ouvre une nouvelle ère entre le Cameroun et le Nigeria dans le domaine des télécommunications. Le ministre du Commerce appelle ses nouveaux collaborateurs à servir avec abnégation sans rien attendre en retour. Luc Magloire Mbarga Tangana, qui installait ce mardi les responsables récemment nommés dans son département ministériel par le décret du Premier ministre. Le reportage de Alvin Giselze.
Aux âmes valeureuses, la nation reconnaissante et à qui on donne beaucoup, on en redemande également. Les nouveaux promus au ministère du Commerce sont entendus sur plusieurs fronts. Il y a des défis en externe. En interne, l'approvisionnement, la surveillance des marchés. En externe, l'Afrique vient de créer un marché, un grand marché. La nouvelle crue doit pouvoir accompagner les opérateurs économiques à la conquête de ce nouveau marché. Du sang neuf injecté dans ce département ministériel, de l'inspecteur général au conseiller technique, en passant par les chefs de bureau, tous appelés à travailler au bien-être et à la protection des consommateurs. De nouvelles responsabilités qu'ils tiennent déjà à cœur. C'est quoi un sentiment de fierté? C'est un honneur, c'est une opportunité à saisir, c'est un challenge, c'est des défis à relever. C'est la jeunesse, c'est le genre, c'est la femme qui est mise en avant. On va tout faire pour assurer. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les Camerounais sont bien protégés. La feuille de route ainsi définie, il ne reste plus que 4 jours et ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est célébré chaque année le 1er décembre. Et la Fondation Chantal Biya et l'ambassade de la République populaire de Chine mènent ce mardi des causeries éducatives et des dépistages volontaires du VIH au centre mère-enfant de la Fondation et à travers certains établissements scolaires de la capitale. Reconnaissance internationale pour notre collègue Serge Pout, le journaliste actuellement chef du département des productions web à la CRTV, va recevoir le Grand Prix international 2018 de l'URTI, l'Union des radios et télévisions internationales, qui récompense le journaliste pour son grand reportage sur les divinités de l'eau chez les Sawa. Christian Batiegane présente le trophée et le lauréat. À la verve captivante et aux propos justes, Serge Pout, la cinquantaine sémillante, vient d'être honoré du prestigieux Grand Prix de l'Union des radios et télévisions internationales URTI. Avoir un couronnement international, c'est très important, mais je dois dire aussi qu'il faut avoir le succès modeste, simplement parce que la vie ne s'arrête pas là, l'histoire n'est pas finie. Son grand reportage radio de 26 minutes portait sur le rituel d'hommage aux divinités de l'eau chez les Sawa. Avec sa bonhomie naturelle, il a le triomphe modeste. Merci pour le prix, merci. De carrière médiatique commencée à la FM 94 en 1991, canonisé dans le champ de l'animation culturelle à la FM 105 à Douala, pour cet aristocrate du verbe qui a fait ses humanités. Travailleur inoxydable et perfectionniste, il analyse l'actualité souvent avec subtilité, parfois avec dérision, mais toujours avec la compétence d'un journaliste féru de formules. Parce qu'il est le DG, mais c'est un brillant esprit, Alain Bélibi, François-Marc Modium, c'est des gens d'une particularité, d'une singularité, parce que c'est eux qui ont fait qu'on admire un journaliste et qu'on se pose la question s'il y a une faute quand il parle. Journaliste de race, Serge Pout fait certainement partie de ce cru de bons professionnels en voie de disparition, sur les traces de ses maîtres dévanciers, dans ce métier où chacun se sait connu, mais si peu sont reconnus par l'impitoyable tribunal des pairs. Avec ce prix, la CRTV s'illumine davantage et peut voir aussi grand que la tour qui l'abrite. Félicitations Serge. Les travaux de la 8e conférence annuelle internationale sur les archives se poursuivent à Yaoundé, au Palais des Congrès. Et ce mardi, au menu des échanges, la recherche, la collecte, le traitement et la gestion des archives comme gage de la conservation de la mémoire invisible et du patrimoine culturel des personnes marginalisées. Ces travaux s'achèvent demain, mercredi. L'IFCP a résolument dans la mouvance de cette conférence internationale sur les archives. L'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, la CRTV, tenait ce mardi sa toute première journée du formateur, moment de réflexion vers une nouvelle dynamique dans les modalités de formation pour les technico-artistiques et les journalistes.
Face aux nouveaux défis qui les interpellent. Pour les accompagner dans cet exercice, des visages connus du milieu universitaire et de la scène médiatique. Nous avons voulu re-questionner la position du formateur de l'IFCPA. Doit-il être un personnel considéré comme incompétent, comme indiscipliné, qui vient à la formation? Ce serait paradoxal. La volonté de monsieur le directeur général est de redonner toute sa dignité aux formateurs de l'IFCPA. Pour atteindre les objectifs fixés, 4 modules prioritaires ont été identifiés, parmi lesquels l'élaboration d'un code éthique et l'amélioration du statut du formateur. Nous souhaitons avoir une réflexion sur le code éthique. Que doit faire le formateur? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Mais en revanche, qu'est-ce que lui doit attendre de nous CRTV? Monsieur le directeur général a revalorisé la grille de rémunération. Par exemple, le taux de rémunération horaire a quasiment doublé pour certains profils. L'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV veut également franchir un nouveau cap pour redorer son blason et s'arrimer aux exigences de l'heure en matière de nouvelles technologies. La CRTV va être le boulevard de la gestion du numérique. Alors comment ferons-nous si nous n'avons pas les outils? On doit s'arrimer, on doit se réajuster. Plus de 2000 journalistes et techniciens en audiovisuel du Cameroun et de la sous-région ont déjà été formés dans cette école, créée en 1985. Ces assises premières du genre se tiennent dans le contexte de démarrage de l'année académique 2018-2019. Leur entrée solennelle est à cet effet prévue le lundi 3 décembre sous la présidence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Je vous invite à présent à vivre les sonorités à Yaoundé, la capitale, le Bikoutsi, rythme moulé dans la tradition Fangbeti, rythme enrichi aujourd'hui par de nombreux talents d'artistes musiciens qui lui ont donné ses lettres de noblesse jusqu'à l'Olympia à Paris, mais aussi par l'apport de ces voix féminines précieuses, celles qui comptent aujourd'hui au palmarès des artistes féminins. La revue de ces grandes dames du Bikoutsi avec Laurence Okalia. C'est un duo porteur de génération. Chacune marque l'histoire du Bikoutsi féminin, met à nu des tabous en sons et rythmes bétis. La première a imposé sa voix, Katino. Elle a réussi à dompter un public, un peuple, pour se faire un nom, la femme du peuple. J'avais réussi ça parce que j'étais une femme. Et je parlais tout haut, tout ce que les gens disent tout bas. Et 10 ans plus tard, Katino fait des émules. Avant Mama Katino, il y avait le Bikoutsi, oui. C'était un rythme qu'on aimait, qu'on dansait. Mais c'est vraiment la première femme qui vient sur scène avec son audace, avec sa fougue et tout. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à se frayer un chemin cadencé par ce style. Entre elles, les secrets se partagent et deviennent aujourd'hui polichinelles. Elles se sont inspirées par rapport à ce que j'ai fait. Elles sont devenues des grandes femmes, des femmes aujourd'hui, des grandes artistes, elles ont des noms. S'il n'y avait pas de bons rapports avec ces enfants, ils ne pouvaient pas réussir. Apporte des notes métissées. Essayer de nouveaux styles, mélanger le Bikoutsi avec, par exemple, le coupé décalé, mélanger le Bikoutsi avec le ndombolo et tout ça. Pour moi, c'est ça la richesse de la musique. Leur génération ne se ressemble certes pas, mais grâce à elle, le nom de la femme est désormais ancré sur les pas du Bikoutsi. That's where we leave it for this edition of the Bilingual News on the CRTV, in which you heard that the female national team of Cameroon, the Indomitable Lionesses, have crashed out of the 2018 African Women Cup of Nations in Ghana after losing to Nigeria at post-match penalty shootout.
2-4, and so it is the Banyana of South Africa and the Super Falcons of Nigeria that will be confronting themselves in the finals this year. And of course, you equally heard in the news that the economic experts are challenging private sector actors in Cameroon to appropriate diverse funding sources so as to be able to angle the country's economy on a permanent path of growth. And of course, you equally heard news about the police in Yaoundé having nipped 3 members of a gang which is suspected of having been the brains behind the killing of the artist Aveni Ava in Yaoundé at the start of last week. And that's it for this newscast for today. We'll be glad to have all of you back tomorrow for yet another edition. Thanks for watching and see you again tomorrow. Good night, Adele. Bonne nuit, Ben. À demain.